rendu de la 40e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 avril 2025 à Lubumbashi, la 40e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la 37e session du Conseil national du travail. Le président de la République a commencé par saluer solennellement la tenue de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeure l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Il constitue un espace privilégié pour bâtir ensemble des solutions durables aux défis de notre temps. À ces sujets, le président de la République a insisté pour que ce Conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté, courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. En ce qui concerne l'augmentation du SMIC, celle-ci devrait avant tout bénéficier aux travailleurs les plus vulnérables dont les revenus actuels ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels, car ce sont eux qui subissent les plus durement les effets de la précarité et pour qui cette mesure représenterait un véritable levier de dignité et de justice sociale. Le président de la République a rappelé que l'emploi demeure le socle prioritaire de son mandat. Il est la clé de voûte de la paix sociale, les moteurs du développement durable et les garants d'une justice intergénérationnelle véritable. Offrir un avenir à notre jeunesse, soutenir nos familles et dynamiser notre économie passe par un accès équitable à un emploi digne et productif. L'histoire devra retenir que nous avons su, dans un moment décisif, faire le choix du dialogue, de la justice sociale et de l'action. Dès ce qui précède, le président de la République en a appelé à la mobilisation de tous. Il a invité chaque membre du gouvernement à suivre avec la plus grande attention les travaux en cours, à appuyer les dynamiques positives qui en émergeront et à veiller à leur mise en œuvre effective dans un esprit de cohésion gouvernementale, d'obligation des résultats et de respect du principe d'égalité des chances. Par ailleurs, il a engagé la Première ministre à s'assurer que le prochain SMIC à mettre en place puisse être adapté aux réalités du marché et qu'il prenne en compte les besoins vitaux réels des travailleurs afin de faciliter le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité pour le gouvernement de continuer à travailler pour apporter les réponses aux populations congolaises. Dans la suite de la communication du Premier ministre, du président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur le lancement
de la cartographie du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo qu'elle a effectué le 17 avril 2025 lors d'une cérémonie organisée par le ministère du Plan ainsi que de la coordination de l'aide au développement. Attendue depuis plus de 30 ans, la réalisation de ces deuxièmes recensements scientifiques permettra à notre gouvernement et à ses partenaires au développement d'intervenir plus efficacement en faveur de populations sur la base des données fiables, désagrégées et actualisées. Elle a précisé que le recensement de la population et de l'habitat conduira à une planification efficace du développement, à une meilleure répartition de ressources, ainsi qu'à une consolidation de notre gouvernance. En qualité de présidente de la Commission nationale du recensement, elle a lancé un appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes, notamment nos populations, principales cibles des opérations, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les institutions de recherche et universitaires, afin de garantir le succès du processus ainsi enclenché pour notre avenir meilleur et collectif. Elle a demandé au vice-premier ministre du Plan de prendre toutes les dispositions nécessaires et de lui présenter un état de lieu dans la perspective de la convocation de la Commission nationale du recensement en application de textes en vigueur. Les ministres d'État, le ministre du budget, le ministre des Finances devront de leur côté assurer la mise à disposition des fonds nécessaires conformément au planning établi. Sur un autre chapitre, elle a évoqué le réengagement de notre pays dans la Convention du Cape Town. À ces sujets, elle a signé les déclarations qualifiantes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Ces déclarations qualifiantes seront déposées bientôt à l'Institut international pour l'unification du droit privé de Rome pour harmoniser le droit de notre pays. Pour rappel, la Convention du Cap et son protocole sont relatifs aux garanties internationales sur les équipements mobiles et matériels aéronautiques. Elle permettra à notre gouvernement de résoudre les problèmes des désenclavements et développer les secteurs du transport ainsi que les secteurs spatial, minier, de l'agriculture, de la construction avec plusieurs avantages pour notre pays. À ce jour, les protocoles aéronautiques ont connu de progrès avec la mise en place d'une équipe appelée Canal de communication en collaboration avec le vice-premier ministre de Transport. Ces protocoles devraient permettre aux compagnies aériennes du pays d'avoir entre autres des accès améliorés aux fonds et aux sources de financement ou d'obtenir les financements au coût réduit et à des meilleures conditions. Pour une meilleure adhésion inhérente aux clauses de la Convention, la Première ministre a demandé aux ministres des secteurs non encore couverts de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'y conformer, notamment le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire et des infrastructures et travaux publics, ainsi que le ministre de Mines. Un comité sera mis en place et se chargera de la mise en œuvre du suivi de l'application de la dite convention. Au chapitre de points d'information, le vice-premier ministre de l'Intérieur a commencé par donner l'état d'esprit de la population qui a été marqué à la lumière de la notification officielle de la désignation du président togolais Faure Gnassingbé par le président de la Commission de l'Union africaine comme nouveau médiateur dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en remplacement du président angolais João Lourenço. Au plan politique, il a mis en ordre les séjours du chef de l'État à Lubumbashi pour une mission de travail. Passant en revue la situation sécuritaire du Haut-Katanga, qui est globalement calme, le vice-premier ministre a fait mention de l'activisme de Mai Mai Bakata Katanga et Fakat dans les territoires de Poetomi, Touaba et Kasenga. Des instructions ont été données pour y mettre fin. Revenons sur les dégâts de pluie diluvienne du 4 au 7 avril 2025 et qui ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans la province de Kinshasa, Chopo Sud Kivu, Tanganyika, Congo central. Une cellule de crise a été constituée. Elle s'est réunie d'abord autour de la Première ministre le 14 avril 2025, ensuite autour du président de la République le 15 avril pour une évaluation globale de la situation et l'identification des actions urgentes à entreprendre. Il a été ainsi constaté que la crise est aggravée par des pratiques inappropriées
occupation désorganisée, installation en zone non édificandi, dépôt sauvage des déchets, absence de drainage, etc. et par une urbanisation désordonnée héritée des longues années. Les décisions qui ont été prises concernent notamment et de manière non exhaustive la mise en œuvre rapide du plan opérationnel de gestion de catastrophes, les curages des rivières, collecteurs et caniveaux, les désengagements des points de confluence entre le rivière et les fleuves Congo, les dragages du fleuve Congo, les dégagements du boulevard du 30 juin et du boulevard Triomphal, les redimensionnements de la traversée de l'avenue Kassavou vers Pankabu, la libération de l'emprise de la rivière Funa entre les avenues Kassavou et Gombari, la démolition des constructions sur les berges de la rivière Funa, la construction de berges notamment sur l'avenue Kassavou-Bokassa, la constitution d'un stock stratégique des médicaments et des matériels repartis par province selon le besoin, la prise en charge sanitaire gratuite pour les victimes de catastrophes, la cartographie des infrastructures sanitaires mobilisables en cas de crise, l'aménagement des sites d'hébergement permanent, la création des stocks alimentaires et sanitaires permanents dans chaque province, l'opérationnalisation urgente de la Direction générale des secours et incendies et du corps de sapeurs-pompiers. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre de la Défense nationale est quant à lui revenu sur la situation des opérations militaires dans les différentes zones, spécifiquement dans la partie est du pays, dans la périphérie de Kinshasa, par les opérations de traque contre le milicien Mobondo qui continuent. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation épidémiologique générale en République démocratique du Congo. Par rapport à la semaine précédente, la tendance du Mpox à la 14e semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2099 à 1453. Cette tendance à la baisse est observée depuis 3 semaines. Dans le Haut-Katanga, les cumuls de cas suspects a atteint 3495 et 84 décès, soit une létalité de 2,4%. Quant au choléra, comparé à la semaine passée, la tendance à la 14e semaine connaît également une baisse du nombre de nouveaux cas, passant de 1233 à 1134 cas suspects, dont 32 décès, soit une létalité de 2,8%. Dans le Haut-Katanga, 59 cas suspects ont été détectés, dont 19 confirmés cette semaine. Aucun décès n'a été enregistré. Par la suite, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a particulièrement passé en revue la situation sanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Au Nord Kivu, il a été déploré l'attaque de l'hôpital de Kishiro par les occupants sous prétexte de la recherche de FARDC et de Wazalendo, caché au sein de cet hôpital, occasionnant les décès d'un malade blessé par arme. Il a également été signalé les décès des hippopotames dans la zone de santé de Binza à Goma.